Chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons parler du bloc d'alimentation et ce chapitre sera composé de deux vidéos. Le bloc d'alimentation. Alors, voici une illustration de bloc d'alimentation d'ordinateur fixe, mais ce qu'on va voir dans ce chapitre, une grosse partie des choses qu'on va voir ici, c'est également valable pour des blocs d'alim d'ordinateur portable. Alors en anglais, on utilise le terme de PSU pour Power Supply Unit. Et ce composant, vous en doutez bien, il est indispensable au bon fonctionnement de l'ordinateur, mais il y a plusieurs aspects pour lesquels il est important. Premièrement, les tensions, le plus souvent du 12 volts, délivrées par le bloc d'alimentation aux différents composants doivent être stables, elles ne doivent pas varier. La puissance que l'alimentation peut délivrer doit être suffisante. Idéalement, il faut que le rendement soit élevé pour qu'il n'y ait pas trop de pertes au niveau de l'alimentation. Opérer en silence, donc il y a des alimentations pour AF qui font un bruit de tous les diables quand on allume les machines. Donc idéalement, c'est bien d'éviter ça. Et ne pas fonctionner en mode radiateur, donc éviter de réchauffer l'ordinateur avec une alimentation qui fait plus office de chauffage que d'alimentation électrique. Alors aussi, ça on oublie souvent, que l'alimentation doit proposer suffisamment de connecteurs pour alimenter tous vos composants et si possible en avoir quelques-uns de plus au cas où. Alors très souvent, ce composant est négligé. C'est souvent le cas et quand il est négligé, ça peut conduire à des plantages de l'ordinateur. Oui, une mauvaise alimentation peut conduire à des plantages. Du bruit, ça on en a parlé juste avant, de l'échauffement aussi, mais également une consommation excessive, donc vous consommez beaucoup plus que ce que vous n'avez besoin, et ça peut aller jusqu'à des risques d'incendie. Vous n'avez qu'à regarder sur YouTube, il y a des vidéos comme ça d'alimentation qui fonctionnent dans des conditions d'utilisation en théorie respectant en tout cas la doc technique fournie avec, et vous voyez que les alimentations ne permettent pas d'atteindre les puissances annoncées, et ça va même des fois jusqu'à prendre feu. Donc il faut faire gaffe à certains petits trucs, et le but de ce chapitre, c'est de passer tout ça en revue pour éviter de se faire avoir. Alors, on va regarder comment ça fonctionne, et on va commencer par voir un petit peu le fonctionnement de l'alimentation linéaire. Donc vous avez une tension électrique à l'entrée le réseau électrique domestique, c'est du 240 volts à 50 Hz ici dans nos contrées européennes. Et donc il y a un premier bloc dans l'alimentation linéaire qui est un transformateur qui va abaisser cette tension vers du 12 volts. Mais ça reste un signal sinusoïdal. Ensuite, ce signal va passer dans un redresseur, donc ce sont des ponts de diode. Vous aurez normalement au Q2 des cours en électronique ouvert et les diodes, transistors et consorts, donc ça sera un peu plus clair techniquement, enfin les détails techniques vous les verrez au quad 2. Ici on va rester d'un point de vue plutôt macroscopique et passer dans ce pont de diode, donc le signal est redressé comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on passe dans un lisseur qui va essayer de remplir les creux. Donc là, généralement, c'est un condensateur qui s'occupe de ça. Et ensuite, un dernier module qui est le régulateur qui reçoit ceci en entrée, hop, et qui va le transformer en 12 volts continu. Donc voilà ce que vous retrouvez en fait dans un petit chargeur de téléphone ou peu importe. Ce sont ces quatre modules-là à l'intérieur que vous avez. Donc ça, c'est une alimentation linéaire. Le problème de ça, c'est que les rendements sont un peu catastrophiques. Donc, allez, je vais prendre dans le meilleur des cas un rendement de 50%. Ça veut dire que si votre transfo délivre 10 watts, il va en consommer 20 à la prise électrique. Et d'où viennent ces rendements catastrophiques? Il n'y a pas que, mais principalement le régulateur. C'est un système qui va, dans son fonctionnement, lisser le signal. Tout ce qui est en trop, tout ce qui dépasse les 12 volts DC, il va convertir ça sous forme de chaleur. Donc tout va réguler en dégageant l'excédent énergétique sous forme de chaleur. Et cette chaleur, vous, elle ne vous sert pas. Elle ne sert personne, cette chaleur. Et donc c'est ce qui explique ce rendement catastrophique, enfin en partie. Donc typiquement, si on devait alimenter un PC avec ce genre d'appareil, donc imaginez que vous avez un PC qui consomme 300 watts, donc je parle d'une machine fixe.
il vous faudrait une alim, donc avec ces rendements-là, une alim de l'ordre de 900 watts. Et en utilisant ce principe-là, ça ferait une alim de plus ou moins 10 kg. Donc vous voyez l'engin, le rendement catastrophique, enfin, c'est pas adapté. Donc ça va ça coûte pas cher à fabriquer, c'est ok pour des petites puissances, mais dès qu'on arrive sur des puissances de plusieurs centaines de watts, c'est plus du tout adapté. Dans les ordinateurs, ce qu'on utilise, c'est une alimentation à découpage. Alors le principe est un petit peu différent. Donc on a toujours notre tension à l'entrée. Ce qu'il y a, c'est que les alimentations d'ordinateurs sont un peu plus évoluées que la précédente. Il y a premièrement un filtre qui, vous voyez, s'il y a des petites perturbations sur le réseau, ça va être filtré. Voilà, ça c'est un exemple. Donc on a premièrement un filtre. Ensuite, il y a un redresseur. Donc comme dans l'alimentation précédente, sauf qu'ici on reste sur notre 240 volts, on n'a pas encore abaissé la tension. Puis on a un PFC, ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc là pour le moment faisons abstraction de ce module. On a notre tension qui est toujours sous cette forme-là, hein, ça n'a pas changé. Enfin j'essaye plus ou moins de faire ça avec la souris, voilà, hop. Et ça arrive à l'entrée d'un système, dispositif qui va découper cette tension. Ce sont des transistors qui vont faire ça, d'où le terme d'alimentation à découpage. On utilise aussi le terme de hachage, donc on va hacher cette tension, on va découper cette tension, et ça donne donc un signal comme vous l'avez ici. Ensuite, le transformateur qui va transformer la tension, on reste quand même en haute tension ici, voilà, haute tension à cet endroit-ci, et on va transformer ça en basse tension, et le signal carré passant dans le transformateur se transforme en signal triangulaire, et on va de nouveau repasser dans un redresseur, donc un pont de diode pour garder que du positif vis-à-vis de la tension. De nouveau lisser ça pour obtenir finalement un 12 volts continu. Alors ça ne s'arrête pas là, il y a ensuite une boucle de régulation, donc la sortie est réinjectée dans un dispositif électronique ici, qui va analyser ce qui sort de l'alimentation et sur base de ça, venir réguler ici la cadence à laquelle on va hacher la tension. On en reparlera un petit peu plus tard aussi de cette régulation. Donc voilà, c'est plus complexe que la ligne vue précédemment, c'est pour ça que ça coûte plus cher aussi, mais ça a des meilleurs rendements, c'est plus efficace, on peut délivrer des plus grosses puissances qu'avec le système précédent, et le tout est généralement refroidi, souvent avec un ventilateur, des fois passivement. Voilà ce qu'on retrouve dans une alimentation à découpage. Et vos alimes de PC portable sont également des alimes à découpage, mais de plus faible puissance par rapport à des ordinateurs fixes. Ce qui fait que ça souvent ne nécessite pas, enfin la majorité des cas, ça ne nécessite pas de ventilateur. Revenons maintenant sur cette fameuse régulation. Et pour expliquer la régulation, on va prendre un exemple dans le cas où il n'y aurait pas de régulation. Donc il y a tous les petits blocs qu'on a vu de l'alimentation, il y a plein de petits blocs avec PFC, etc. Et ensuite, il y a les fameux transistors qui vont découper, puis la suite de tous les petits blocs. Donc, je n'ai pas remis tout le schéma. Ce qui nous intéresse, c'est les transistors à découpage. Là, on a le fameux signal carré qui sort. Voilà. Donc, imaginons qu'on a ce qu'on branche sur l'alimentation, donc à un instant T. Ce qui est branché sur l'alimentation nécessite pour fonctionner un courant de 20 ampères. Alors, c'est du 12 volts normalement qui sort de la lime. Donc 12 volts x 20, ça fait 240 watts pour fonctionner. Notre alimentation, ça tombe bien, et elle est en train de fonctionner une cadence qui est capable de délivrer une puissance de 240 watts. Ok. Et maintenant, tout d'un coup, cette même machine a besoin d'un courant de 40 ampères pour fonctionner, parce qu'on la sollicite plus. Parce que quand vous êtes sous Windows en train de, je sais pas, de faire surfer sur Facebook, vous avez une certaine puissance qui est demandée. Et puis si juste après vous commencez à par exemple lancer un logiciel de simulation 3D pour visualiser des ponts et des trucs comme ça, votre PC va devoir calculer plus et donc va consommer plus. On va dire que c'est ce qui se passe. Et donc cette fois-ci, il a besoin de 40 ampères. Du coup, de 480 watts pour fonctionner. Mais notre alimentation n'est pas régulée. Elle était en train de délivrer 240 watts juste avant. La lime, elle va continuer
de délivrer 240 watts, ce qui va faire que vos composants, ils essaient d'aspirer 40 ampères, ils le font, du coup, comme on n'a que 240 watts, je divise 240 par 40, ça fait que j'ai une chute de tension, je ne suis plus sur du 12 volts, mais du coup sur du 6 volts. Et là, comme le matériel a besoin de 12 volts pour fonctionner, ça crache. Voilà. L'alimentation n'a pas su fournir suffisamment de puissance. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une régulation pour réguler le rythme à laquelle les transistors vont travailler ici en fonction de la charge. Reprenons le même exemple, mais cette fois-ci avec la fameuse régulation. Donc le premier cas de figure, il n'y a rien qui change par rapport au cas précédent, à part qu'il y a la régulation qui est présente. Et le deuxième cas de figure, donc à l'instant t plus 1, cette fois-ci on demande 40 ampères. Et ce qui va se passer, c'est que la régulation va observer la fameuse chute de tension qu'on avait vue précédemment, mais va évidemment anticiper, il ne va pas attendre que la chute de tension descende jusqu'à 6 volts. Il va réagir plus vite que ça et va donc demander au transistor de travailler autrement et de fournir cette fois-ci un signal comme ça. Et ce que vous voyez, c'est que c'est la largeur des impulsions. Les impulsions sont cette fois-ci plus larges, ce qui fait que l'énergie, enfin la puissance que l'alimentation est capable de livrer est du coup supérieure. Et donc cette fois-ci, l'alimentation passe en fonctionnement 480 watts, ce qui fait que du coup on a bien nos 12 volts 40 ampères en sortie. Donc cette régulation, elle sert à ça, à moduler la largeur des impulsions. Ça s'appelle d'ailleurs une modulation en largeur d'impulsion, c'est le terme technique. Et en anglais Pulse Width Modulation, donc PWM. PWM, c'est un acronyme que vous verrez tout le temps, enfin très régulièrement. Ça va même revenir quand on parlera de la ventilation. Donc, c'est le principe de régulation des alimentations à découpage. Il est important que les alimentations puissent fournir des tensions de bonne qualité, ce qui veut dire des tensions stables. Et vous avez ici une petite vue qui a été faite avec un oscilloscope lors d'un test. Et vous avez le fameux 12 volts. Et on voit que l'alimentation, là, ici pour le moment, délivre 2 ampères. Et puis quand tout d'un coup il y a un besoin de 8 ampères au niveau des périphériques branchés sur l'alimentation, on observe ici la chute de tension. Et puis hop, l'alimentation se régule et essaie de remonter, de se rapprocher des 12 volts à nouveau. Puis à un moment donné, la charge de calcul s'arrête. Du coup, là, comme l'alimentation était en train de fournir beaucoup de puissance, c'est l'inverse qui se passe, il y a un pic, il y a une hausse de tension qui a lieu, et puis le système va se restabiliser, il doit rebaisser sa cadence pour essayer de rediminuer et atteindre le 12 volts. Donc on observe ça, et d'une alimentation à l'autre, le but c'est de rester le plus proche possible du 12 volts et d'éviter ces pics. Alors pour ça, donc, il y a la fréquence de fonctionnement du système de hachage avec les transistors. Donc, des alimentations qui travaillent les cadences de 32 000 Hz et d'autres à 100 000 par exemple. Une alimentation qui hachera plus vite sera plus réactive. Parce qu'une période est plus courte à 100 000 Hz qu'à 32 000. Ça, c'est déjà une première chose. Et en plus, le fait de travailler à fréquence plus élevée, ça veut dire que les largeurs d'impulsion seront plus courtes et que donc l'énergie à manipuler par les différents composants électroniques est plus petite. Ce qui fait que du coup, s'il y a moins d'échauffement, enfin, voilà, ça fait plein d'avantages de travailler plus vite, il y a plein d'avantages à ça. Malheureusement, toutes les alimentations ne travaillent pas à 100 000 Hz, donc ça dépend des qualités des aliments. Ensuite, il y a les caractéristiques intrinsèques à la boucle de régulation, donc l'algorithme à l'intérieur du système qui va réguler. Et il y a également la présence de condensateurs qui vont permettre de, principalement dans ce cas de figure-là, quand l'alimentation n'a pas eu le temps de se réguler, le condensateur est là pour compenser la latence de la régulation et fournir assez d'énergie pour retourner à une tension stable. Donc d'une alimentation à l'autre, ce sont des caractéristiques qui peuvent changer. Malheureusement, à part la fréquence de fonctionnement ici qui peut être dans la doc technique, les autres, à part ouvrir la lime et regarder comment ça se passe, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous devez comparer deux alimes, cette fréquence de hachage peut être un critère.
Les transistors qui vont servir à ce découpage, à ce hachage, sont des transistors de type bipolaire MOSFET. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement utilisé comme interrupteur électronique. Vous aurez d'autres cours dans lesquels vous verrez les différentes caractéristiques de ces composants. Et il faut savoir que ce sont des interrupteurs électroniques qui ne sont pas parfaits. Donc l'idée, c'est que on a ici, vous voyez, il y a trois broches. Il y a une broche qui va commander le transistor, dit ouvre-toi ou ferme-toi, et par les deux autres, le courant va passer. Et donc, on a ici le signal de commande. Donc, on veut que le transistor soit fermé, et puis qu'il soit ouvert, et puis qu'il soit fermé. Et donc, il n'est pas parfait, il y a des pertes, il existe des pertes par commutation. Et vous avez l'exemple ici, c'est que quand le transistor ne laisse pas passer le courant, la tension est maximale entre les deux bornes. Et quand il veut passer en mode je laisse passer le courant, la transition, vous voyez que ça prend un certain temps. Ça ne respecte pas. C'est pas instantané comme dans le signal de commande, ça prend un certain temps. Et donc il passe de ouvert à fermé, ça prend un certain délai. Donc le courant ne va pas être maximal tout de suite et la tension ne va pas chuter tout de suite. De plus, la perte par conduction fait que ce transistor, il a une petite résistance interne, hein, comme tout composant électrique, ce qui fait que quand le courant est censé circuler à travers le transistor, quand le transistor est ouvert, normalement, s'il était parfait, il n'y aurait pas de chute de tension entre les deux bornes, mais comme il y a une petite résistance électrique, et une petite résistance traversée par un grand courant, ça provoque une chute de tension, vous avez donc des pertes par conduction qui sont visibles ici. Donc le fait qu'ils ne réagissent pas tout de suite et le fait qu'il y ait des pertes par conduction font que le rendement ne peut pas être maximal sur ce type d'alimentation. Certes meilleur que sur les alimentations linéaires, mais pas parfait. Et d'une alimentation à l'autre, d'un modèle à l'autre, les caractéristiques techniques de ces différents des transistors utilisés ne sont pas les mêmes. Et donc, sur des alimentations bas de gamme, vous aurez des transistors qui ont de fortes pertes par commutation et par conduction. Et sur des alimentations haut de gamme, vous aurez des transistors qui ont moins de pertes. Un autre composant sur lequel il peut y avoir des grosses différences de qualité entre les différentes alimentations, c'est la partie redresseur ici qui va redresser la tension fournie. Et le redresseur, ce sont des ponts de diodes, en l'occurrence ici des diodes Schottky. De nouveau, ça vous verrez plus tard dans vos cours d'électronique. Donc ça ressemble à ça. Et on va prendre un exemple tout simplement. Vous avez ici les caractéristiques techniques des diodes utilisées sur deux alimes différentes. Donc ce sont deux alimes de même puissance, de mémoire c'est de l'ordre de 500 watts. Et sur la première, enfin vous voyez au niveau de ces graphiques, les caractéristiques, vous voyez ici la température, et vous voyez ici le courant qui peut traverser la diode. Et on voit que donc le courant maximum que la diode peut laisser passer est dépendant et fonction de la température de cette diode. Et on voit que sur la première alimentation, une diode peut laisser passer jusqu'à, alors c'est 15 ampères, ici j'ai noté 30 parce que dans cette alim il y a deux diodes. Donc il y a deux diodes installées qui ensemble peuvent du coup laisser passer jusqu'à 15 ampères chacune, donc 30 en tout. Et ce, jusqu'à une température de 125 degrés. Donc c'est déjà pas mal. Une autre alim de même puissance, donc en théorie vous attendez à ce que ça puisse faire pareil, bah là non. Sur cette autre alim, il n'y a que 16, il y a une seule diode, déjà il n'y en a pas deux. Et quand on regarde la courbe, on voit que c'est 16 ampères max, mais à 60 degrés. Donc dès que si l'alimentation va dépasser une température interne de fonctionnement de 60 degrés, le courant qui pourra traverser ces diodes va être inférieur aux 16 ampères, ce qui veut aussi dire que la puissance que l'alimentation pourra délivrer va diminuer en fonction de la température de fonctionnement. Donc les alimentations haut de gamme, généralement, enfin en tout cas avec des bons composants, peuvent délivrer leur puissance annoncée jusqu'à des températures élevées. Et les alimentations premier prix, la puissance annoncée se dégrade en fonction de la température de fonctionnement.
Dans le schéma de fonctionnement de l'alimentation et découpage, il y avait un petit bloc vert, le PFC. Je vous avais dit qu'on verrait ça plus tard, ça y est, c'est l'instant. Donc PFC, ça vient de Power Factor Corrector, donc le correcteur de facteurs de puissance. Et pour vous expliquer son intérêt, je vais d'abord vous montrer ce qui se passe quand il n'y en a pas. Donc quand il n'y en a pas, s'il n'y a pas de PFC, voici un petit peu ce qu'on observe. Donc votre alimentation, donc la tension du réseau électrique, ça, vous avez ici la tension du réseau électrique, donc le 240 volts 50 Hz sinusoïdal qui est appliqué à votre alimentation. Le PC est allumé et donc il va consommer une certaine puissance. Il va donc y avoir un courant. Et voilà la gueule du courant ici, hop, qui est qui circule vis-à-vis de l'alimentation électrique. Et ce courant, il n'est pas très sinusoïdal. Alors il est périodique et donc vous avez à droite ici sa décomposition en série de Fourier. Donc en gros ce que vous avez à droite c'est un spectre où vous avez ici des fréquences et sur l'autre axe l'amplitude du signal. Et si ce courant avait été périodique, avait été sinusoïdal, on aurait eu un spectre, je vais l'écrire à gauche, on aurait eu un spectre qui est ça. Il y aurait juste eu un bâtonnet avec une amplitude de 100% à la position 1. Donc je reviens sur ce que j'ai dit avec les séries de Fourier. En fait la série de Fourier c'est quoi? Normalement c'est quelque chose que vous avez vu, que vous allez voir en maths ou en maths appliquée. Série de Fourier, c'est juste pour dire qu'un signal périodique, donc ici on voit bien que notre courant c'est un signal périodique, il y a un truc qui se répète, et donc un signal périodique, il peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux. Alors on voit que notre signal périodique, il y a une fréquence de base, ce qui s'appelle la fréquence fondamentale, qui est de 50 Hz, qui est la même que la tension. Donc ça c'est notre fréquence, ici notre fondamentale. Et donc notre signal périodique, il peut se décomposer en une série de signaux sinusoïdaux, où on a un signal à une fréquence fondamentale et d'autres sinusoïdes à des fréquences qui sont des multiples de cette fondamentale. Donc si ici c'est 50 Hz, j'ai également un signal à 150 Hz, un 250 Hz et ainsi de suite. Et donc si je prends une sinusoïde à 50 Hz comme ça, et puis que je rajoute une sinusoïde un peu plus petite, donc ça c'est la composante 3, hop, à 150 Hz, et que j'ajoute toutes les sinusoïdes que j'ai identifiées ici dans mon spectre ensemble, je vais reconstituer ce signal, le courant qu'on voit ici dans l'illustration au milieu du calque. Voilà, donc c'est pour ça que si c'est parfaitement sinusoïdal, le spectre d'un sinus, c'est ça. Il y a une seule composante sinusoïdale, et la fondamentale, c'est la fréquence de la sinusoïde. Et donc le but de notre PFC, c'est d'essayer d'avoir un courant dont le spectre est ça. Donc un courant parfaitement sinusoïdal et en phase avec la tension. Voilà ce qui se passe si on met un PFC passif. Si on met un PFC passif, on voit que le courant, bon, ça n'est pas encore parfait, ça ressemble un peu plus à une sinusoïde. Et on voit que le spectre est, il y a beaucoup moins d'harmonique. Il y a beaucoup moins d'harmonique vis-à-vis de spectre. Et donc, normalement, pour fonctionner, votre ordinateur, il n'a besoin que de ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a à droite, c'est des pertes inutiles. Et donc, le but du PFC, c'est de dégager un petit peu les pertes inutiles. Voilà l'idée. Il y a deux types de PFC, il y a les PFC passifs et les PFC actifs. Les passifs, c'est comme celui du calque précédent. Alors dans la pratique, on voit que c'est juste une bobine et un condensateur, donc voilà physiquement l'engin. Donc c'est passif parce que ça ne fait pas de calcul, quoi. Il n'y a pas un calculateur, il n'y a pas de processeur à l'intérieur. Et le facteur de puissance qu'on obtient avec ces dispositifs, ça se trouve en 0,6 et 0,8. Un facteur de puissance nickel, c'est 1. Donc il faut essayer de s'approcher de 1. Et voilà, on a déjà vu un petit peu le résultat de ce type de PFC. Le concurrent, c'est le PFC actif, où là, c'est un petit module électronique qui analyse et corrige en temps réel l'allure du courant par rapport à la tension. Et là, on peut atteindre des facteurs de puissance de l'ordre de 0,99, donc quasi parfait. On le voit d'ailleurs sur cette illustration aussi. Donc ils font toujours préférer une alimentation avec un PFC actif par rapport à un PFC passif dans le cas des ordinateurs. Ça se voit, je crois que c'est suffisamment parlant ici vis-à-vis des illustrations.
Et ceci clôture cette première vidéo dédiée aux alimentations. Il y en a encore une autre qui suit.